en disant oui, mais on passe du temps en réunion, on n'avance pas, on fait des réunions pour dire toujours la même chose. C'est pas à cause de cette dynamique collective, c'est de la manière dont on le fait et qu'on sait pas souvent bien le faire. Et je dis pas que je sais très très bien le faire non plus, hein, mais souvent c'est parce qu'on le fait pas très bien et qu'on définit pas le cadre qu'on peut être dans cette problématique de tourner en rond. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire et je vous emmène chaque mois à la rencontre d'une personne inspirante qui insuffle l'esprit de coopération autour d'elle. Ce mois-ci, j'ai invité Marie Brache à mon micro, ancienne présidente d'une association associée à un tiers-lieu de l'Essonne, mais également ancienne coopératrice au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi. C'est tout naturellement que nous sommes venus à échanger sur le sujet de la coopération quand nous nous sommes enfin rencontrés. Cela faisait plusieurs années que j'avais entendu parler d'elle et des actions qu'elle menait en Essonne, mais nous n'avions jamais eu l'occasion de nous retrouver au même endroit au même moment, étonnamment, alors que nous habitions à quelques kilomètres seulement l'une de l'autre et que nous naviguions dans le même écosystème. Dans cet épisode, vous l'entendrez, on parle justement d'écosystème et comment mieux faire converger les synergies, les énergies pour ne pas gaspiller temps, opportunités sur un même territoire. J'avais souhaité innover en proposant un petit jeu de brise-glace en début d'interview, un peu différent que d'habitude. Mais en le réécoutant, il n'est absolument pas radiophonique et je voulais tout simplement le supprimer. Mais je me suis dit qu'après tout, je pouvais quand même tester le concept auprès de vous. Vous le retrouverez donc en bonus de l'épisode, un peu comme un bêtisier. Bonne écoute! Bonjour Marie. Bonjour Claire. Bienvenue donc au micro de ce podcast. Je vais te proposer de te présenter, donc en quelques mots, qui tu es, ce que tu fais. On sait, pour un peu expliquer comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans une conférence qui était donnée à l'espace de coworking et les tiers-lieux, donc le rooftop de Viry-Châtillon, sur une journée sur l'entrepreneuriat féminin. Donc on a tout de suite matché parce qu'on a parlé coopération et notamment tu faisais partie d'une coopérative Coopanam. Donc on a matché comme ça et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc je te laisse te présenter. Et donc, je suis donc Marie Brache. En effet, on s'est rencontrés dans le cadre de cet échange, puisque depuis quelques années, j'ai rejoint la coopérative Coopanam pour monter mon activité d'entrepreneuse, en fait, tout simplement. Mais déjà, c'est une dynamique, la coopération, qui me tenait à cœur. La coopérative d'activité et d'emploi, c'est vraiment une autre manière d'appréhender l'entrepreneuriat et de développer son activité en coopérant avec les autres. Donc sur ce volet-là de mon activité, c'est vrai que c'était important pour moi. Et puis, de manière aussi personnelle, j'ai 42 ans, je vis en Essonne, plus précisément à Draveil. J'ai 2 enfants, je suis mariée et j'ai une vie très foisonnante puisque je suis aussi membre d'une association qui s'appelle La Tribu et qui me permet de mettre en œuvre toutes mes convictions écologiques, humaines, en menant des activités, en proposant aussi mes compétences pour faire vivre un tiers-lieu et proposer énormément de choses et transmettre les valeurs qui me tiennent à cœur. Oui, donc le lieu, ça s'appelle La Tribu, donc qui est. Alors l'association s'appelle La Tribu et le lieu s'appelle l'Idéal. Oui, c'est vrai, et qui est situé à Restaurant-Gis. Tout à fait. Dans une ancienne halle Fraissinet, c'est ça Alors, elle est de type Fraissinet. On a appris que c'était pas vraiment l'architecte Fraissinet, mais en effet, elle s'en inspire. Donc, si vous êtes en Essonne, en Île-de-France, je vous invite à aller voir ce lieu parce qu'il est assez chouette. Moi, je l'aime beaucoup parce que il y a une énergie qui se dégage assez sympa. Est-ce que tu peux nous présenter tout d'abord donc La Tribu, ce tiers-lieu, comment, qu'est-ce qu'il propose, comment il fonctionne? Alors, La Tribu, c'est une association qui est née en 2015. Ça vient d'une initiative, en fait, d'un constat intéressant d'amis, de jeunes, en fait, d'Île-de-France, qui voyaient tous leurs amis partir en Ardèche, dans la Creuse, pour être en plus en cohérence avec leur vision du respect de l'homme et de l'environnement, et qui se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester en Île-de-France pour être en cohérence avec nos valeurs, et qui ont essayé de mettre en place des temps de rencontre, des temps d'échange, une liberté de parole, une liberté de penser directement en Essonne.
Et on a eu la chance, en fait, c'est un concept, moi, que j'ai rejoint en 2017, enfin une équipe que j'ai rejoint en 2017, tout simplement en cherchant une association à laquelle, pour laquelle je pouvais consacrer du temps. Et j'ai commencé en épluchant des légumes parce que la tribu récupère des invendus de la Biocoop et met à disposition ces invendus et prépare des repas solidaires. Et moi, je cherchais quelque chose dans lequel m'impliquer. Et la tribu s'est développée. Les messages qu'on peut véhiculer ont touché beaucoup de monde. Notre lieu était vite devenu trop petit et on a eu l'opportunité de s'installer dans un espace donc, de 300 mètres carrés à Ris-Orangis. Donc c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Alors ça ne va pas parler énormément aux gens, mais on parle d'écolieu. L'idée c'est que c'est un lieu où on vient pour y mener autre chose qu'une activité pro. On n'y vient pas travailler, c'est pas un lieu où on vit non plus, c'est pas sa maison, c'est un lieu où on va chercher autre chose. Alors on peut mettre sous la terminologie tiers-lieu les MJC, les bibliothèques. Voilà, l'idée c'est on fait autre chose et on a des échanges avec d'autres personnes. Et donc dans l'idéal, donc à Ris-Orangis, nous ce qu'on propose c'est tout d'abord une activité de co-réparation de vélo. C'est quelque chose qu'on avait mis en place dans notre local avant et qui fonctionne très bien. On apprend aux personnes à co-réparer. Donc, c'est eux qui réparent et on les accompagne. Donc, on est vraiment dans l'échange et dans la transmission. Ensuite, dans toute cette dynamique d'économie circulaire et de réemploi, ce qui nous tient beaucoup à cœur, puisque le lieu est entièrement réaménagé avec des matériaux récupérés de seconde main ou bricolés. Et donc, dans cette dynamique-là, on a ouvert une ressourcerie et une friperie. Donc, un lieu où les personnes peuvent donner des vêtements et des objets et qu'on revend à petit prix solidaire. Donc, c'est tout un espace aussi aménagé dans la halle. Et un café associatif, puisque pour que ces lieux vivent, il faut de la convivialité. Et en plus, c'est un peu dans notre ADN. Donc, en fait, un café associatif avec une programmation, des expos, des concerts, des ateliers autour du faire autrement, des ripart café, voilà. Toute une programmation qui a été officiellement lancée avec le décalage Covid en juillet 2021. Ok, ouais, donc ça fait une proposition qui est très riche. J'imagine que vous êtes de nombreux bénévoles dans cette association. Et donc, vous avez mis en place une gouvernance partagée, si mes connaissances et mes informations sont bonnes. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette gouvernance partagée ? Alors oui, ça, c'était une volonté de la tribu dès son début. C'est chouette. Moi, je suis arrivée, je ne connaissais pas ce principe. Et je trouve que c'est justement quelque chose qui facilite le fait d'ouvrir la porte. Parce que l'idée, de la tribu, c'est de donner le pouvoir d'agir aux gens. C'est-à-dire en les laissant s'exprimer, en les laissant trouver leur place, en prenant en compte leur avis dans les décisions de l'association. Petit à petit, on leur donne ce pouvoir d'agir. On leur fait comprendre que leur avis compte, quelle que soit leur profession, leurs compétences. En tout cas, que tout avis peut être pris en compte et peut permettre un enrichissement de la réflexion collective. Donc la gouvernance partagée, elle se traduit par le fait qu'on n'a pas de chef, on n'a pas de hiérarchie dans l'association. Bien sûr, pour les statuts officiels, il y a président, trésorier, secrétaire. Mais on va dire que chez nous, ça n'a pas plus de poids. On fonctionne en cercle. Chaque activité est représentée par un cercle qui est animé par 2 co-référents. Encore une fois, 2 personnes pour que justement il y ait un équilibre, qu'il n'y ait pas de leadership qui prennent le dessus, parce qu'on se rend bien compte aussi que de manière instinctive, en plus, les bénévoles, on cherche une personne qui va décider. Ils sont assez perturbés au début par le fait que personne décide et que le collectif décide ensemble. Donc on est un cercle par activité, donc il y a un cercle ressourcerie qui prend des décisions collectivement pour la ressourcerie, un cercle friperie, un cercle vélo, etc. Ces cercles sont en interaction les uns les autres, et le cercle mère, on va dire, c'est le collectif actif qui réunit les co-référents de ces cercles, les co-référents ou même les membres de ces cercles, et représente enfin l'instance décisionnelle qui se nourrit de ces cercles et qui va, on va dire, donner des orientations, donner un cadre et puis répondre aux interrogations parce que voilà, les cercles, des fois, ont besoin d'avoir cette réflexion globale. À l'échelle du cercle, ils ne trouvent pas la solution. Donc, ils interrogent le collectif actif pour être aidés de manière encore coopérative et collective.
Du coup, j'ai une question qui vient parce que en tant que personne qui accompagne aussi les collectifs à créer etc. Donc, t'es souvent face à des gens qui coopèrent, des humains qui coopèrent. Et qu'est-ce que ça provoque chez toi comme émotion ou comme surprise? Enfin, quel est ton sentiment quand tu es témoin de coopération entre humains? Alors, quand je l'ai croisé vraiment dans le cadre de la coopérative, d'activités d'emploi ou d'autres structures associatives sur le même modèle, on est vraiment déjà sur un mode de communication qui est très respectueux. Moi, ça évoque vraiment cette douceur. Je ne sais pas comment le dire. Il ne faut pas le prendre côté gnangnan. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est en collectif et en coopération que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est juste qu'il y a quand même quelque chose de bienveillant, même si le terme est beaucoup décrié parce que sorti à toutes les sauces. Il y a quand même un sentiment de facilité à se trouver sa place et à cette volonté de donner sa place à chacun qui est vraiment très très forte en fait. Et donc ça te surprend ou à chaque fois ou... Non, mais ça me rassure et ça me donne de l'espoir en fait. Je peux pas dire que ça me surprend parce que c'est quelque chose qu'on pratique et que je connais, même s'il y a encore sûrement des formes que je ne connais pas. Hein. Mais on va dire que ça m'apporte beaucoup de joie et d'espoir en fait. De voir que ce fonctionnement tient à cœur à d'autres types de structures et après, voilà, un peu de tristesse de voir que si peu de personnes en connaissent les richesses en fait. Et par simplicité, vont sur un système hiérarchique basique qui génère tellement de frustration et on va dire peut-être des manquements à ce que doit être une structure pour répondre aux enjeux humains et tous les enjeux qui l'accompagnent en fait. Mais j'imagine aussi que dans ton expérience, autant dans la tribu que dans ton expérience professionnelle, tu as pu voir aussi certaines limites à la coopération ou certains freins, enfin tout cas des choses qui grincent, enfin des choses qui sont pas fluides. Est-ce que tu peux nous en parler et est-ce que toi tu as trouvé des solutions ou tu as des débuts de solutions à imaginer ou à proposer? Alors, les freins, ce qu'on avance souvent sur des démarches de coopération, c'est la lenteur. C'est vrai que pour que tout le monde trouve sa place, il faut dédier un temps à cette réflexion, à cette prise en compte de la vie de chaque individu. Mais si on le cadre, si on définit, si on anticipe cette période de consultation et de concertation et d'objections argumentées, on est quand même sur un gain d'efficacité après. Donc en fait, je dirais que la lenteur qui est souvent reprochée en disant oui, mais on passe du temps en réunion, on n'avance pas, on fait des réunions pour dire toujours la même chose, c'est pas à cause de cette dynamique collective, c'est de la manière dont on le fait et qu'on sait pas souvent bien le faire. Et je dis pas que je sais très très bien le faire non plus, hein, mais souvent c'est parce qu'on le fait pas très bien et qu'on définit pas le cadre qu'on peut être dans cette problématique de tourner en rond. Si c'est bien cadré, de manière aussi très en communication positive et très douce, c'est quelque chose qui est très bien perçu et on peut gagner beaucoup de temps après parce que j'ai lu récemment que toute objection était un enrichissement et qu'il faut vraiment le percevoir comme ça. C'est qu'au début, c'est vrai qu'on va laisser les gens s'exprimer, mais si on a des objections, ça veut dire qu'il y a des choses pas claires. Et s'il y a des choses pas claires, ça veut dire que peut-être qu'on va perdre les gens après parce qu'ils vont pas s'y retrouver. Peut-être qu'on va pas avoir d'implication. Peut-être qu'on va pas embarquer tout le monde et que ça va pénaliser le projet. Donc, il vaut mieux prendre du temps et lever toutes les objections possibles en amont pour gagner du temps après, en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est avec plusieurs de mes invités, on est revenu sur la question de la place et prendre sa place. Et prendre sa place avec une objection est aussi riche que prendre sa place avec une conviction et avec quelque chose de positif. J'espère bientôt avoir un interview sur un consultant et un ethnologue sur bien s'engueuler pour mieux coopérer. Ah, génial. Voilà, donc ça c'est voilà. Et je pense qu'effectivement dans le conflit, dans la divergence peuvent naître des choses intéressantes pour le collectif et le faire avancer. Je n'ai finalement pas diffusé les épisodes dans leur ordre d'enregistrement. L'invité dont je parle précédemment est donc Jean-Édouard Grésy, anthropologue, spécialiste de la gestion des conflits.
Il a été mon invité dans l'épisode numéro 5, déjà diffusé, et que vous pouvez retrouver donc sur vos plateformes préférées. Mais maintenant, revenons à notre conversation avec Marie. En anecdote, j'ai fait, grâce à Valérie Bouger, qui est coach en Essonne aussi, un atelier autour du gérer ses travaux à la maison, bien définir ses valeurs, et c'est la même dynamique en fait. On se retrouve souvent à travailler sur comment on a défini le cadre et nos objectifs. Est-ce qu'on, dans son couple tout bêtement, est-ce qu'on est bien mieux se connaître en fait, quels sont déjà les profils de chacun, et bien une fois qu'on a connaissance de ces profils différents et qu'on en a tenu compte et qu'on a défini les objectifs, et ben après, on se gueule plus dans ses travaux. C'est pareil, j'espère pouvoir aussi interroger, ça me fait penser à Archipossible. Oui, tout à fait, c'est dans le cadre d'Archipossible qui fait partie de l'écosystème de la tribu, justement. Parfait, on a un enchaînement idéal sur, justement, la tribu, ça fait partie donc des tiers-lieux de l'Essonne, et donc ça fait partie d'un écosystème. Est-ce que tu pourrais nous le présenter, cet écosystème qui gravite Alors, il est très très large, parce que l'écosystème, il se compose des associations amies, on va dire, avec lesquelles on collabore vraiment très régulièrement. Donc, tu parlais d'Archipossible, qui est une communauté d'autorénovateurs en Essonne, qui nous accompagne, en fait, avec qui on échange beaucoup sur le faire autrement. Se donner la possibilité d'être plus autonome, et de faire autrement. Il y a l'Atoll aussi, un atelier de l'association Embrasure avec lequel on commence à coopérer. Mais il y a aussi tous les autres lieux avec lesquels on a des échanges réguliers. Vous avez en tiers-lieu, ce qu'on appelle encore tiers-lieu, j'ai la Bourgeoise d'en face, à Juvisy, le ZEF, à Brunois. Ça me gêne d'en citer parce que j'ai peur d'en oublier comme ça. Puis toute la dynamique associative, bien sûr, de Rissorangis et les autres acteurs. Donc en fait, on a nos homologues, on va dire. On a les associations amies avec lesquelles on cherche à être dans la complémentarité. Les collectivités locales qui nous soutiennent et qui orientent un peu aussi, qui nous permettent de porter aussi des dynamiques on va dire, plus territorial. Donc l'écosystème, il est très riche. Après, sur la dynamique des tiers-lieux, le message que j'aurais à passer sur ce point-là, c'est vraiment que je ne veux pas que ça soit une mode. On a la chance, la tribu, Archipossible et l'association Embrasure, d'être reconnue Fabrique de territoire depuis 2021. Donc, Fabrique de territoire, c'est une dynamique lancée par l'État où ils ont identifié des lieux ressources, en fait. En fait, l'idée, c'est qu'on soit lieu ressource pour que les autres s'inspirent de notre initiative et proposent des initiatives similaires. Donc, c'est super. On a cette chance-là. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse montrer que pour le faire autrement, on peut, y a une méthodologie, il y a des outils, des espaces qu'on peut partager et aider d'autres projets à naître. Par contre, il faut aussi qu'on arrête de créer des lieux, qu'on arrête de créer des nouvelles dynamiques parce que les acteurs existent, les gens existent, et plutôt être dans la mutualisation et dans la collaboration avec des lieux qui existent déjà, puisqu'on sait que notre écosystème ne pourra pas, c'est pas que ne pourra pas accueillir tout le monde, mais plus on va être nombreux, plus on va nous-mêmes tuer notre écosystème, puisqu'il n'y a pas assez d'habitants et de citoyens et de financement pour tous nos lieux. Donc, ces tiers-lieux qui sont en vogue, en fait, certains existent sans avoir la dénomination de tiers-lieu. Rapprochez-vous de votre MJC ou d'une association qui existe déjà et qui fait des ateliers de réparation et essayez de créer avec une structure qui existe déjà. Alors, mettre un peu les égos de côté, souvent, on est sur, quand même, dans le milieu associatif aussi, des questions d'ego, où la personne veut créer sa structure, son nom, et pour avoir ses valeurs et ses projets. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire en mutualisant avec les autres. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir maintenir nos projets dans le temps, en fait. Sinon, on va disparaître et s'auto-saboter. Et du coup, il y a tout de suite la fameuse phrase qui me vient, mais qui résume bien le truc, c'est tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est exactement ça.
Parce qu'effectivement, quand on est tout seul, il n'y a pas toute cette lenteur dont tu parlais de monter un projet, de réfléchir ensemble, de lever les objections, etc. Donc on peut aller très vite et créer très vite un projet. Mais voilà, est-ce que ça permettra d'aller loin et de durer dans le temps et d'être vraiment force de proposition sur un territoire? C'est pas forcément dit, quoi. Oui, et puis comment c'est perçu par ceux qui existent déjà aussi. Nous, je sais qu'on a ce regret, la tribu, c'est qu'on a été très pris par nos travaux en arrivant sur les lieux. On a passé 1 an à rénover le lieu et on a consacré trop peu de temps à aller rencontrer toutes les assos dès le début. Et on s'est dit, zut, on aurait dû commencer par ça en fait. Aller nous présenter et apprendre à les connaître et puis proposer tout de suite des dynamiques partenariales, ce qu'on est en train de faire maintenant, hein, bien sûr. Mais on se dit, dans notre logique, ça c'est un loupé par exemple. Ouais. Oui, donc quel serait là je parle à la consultante, enfin la personne qui accompagne les associations ou les tiers-lieux. Quels seraient quelques conseils quand on a un projet comme ça, de monter une structure? Ce serait quoi tes quelques conseils avant de se lancer? Le premier, ça serait vraiment d'abord savoir ce qui existe. Vraiment essayer de voir s'il n'y a pas possibilité d'enrichir une structure, un projet et de proposer quelque chose, puisqu'on sait que le nerf de la guerre avec nos espaces, c'est d'avoir du foncier déjà, avoir le lieu, et c'est pas rien. Et une fois qu'on l'a, c'est de payer son loyer. C'est encore pas rien. Donc déjà, si on peut mutualiser c'est ça, ce point-là. Ensuite, c'est qui les font vivre. On a la chance, nous, d'avoir 6 salariés qu'on espère pouvoir... c'est des emplois qu'on espère pouvoir maintenir dans le temps. Mais c'est vrai que c'est pareil, mutualiser les emplois, c'est vraiment une dynamique importante aussi pour la pérennité de ces projets. Donc, vraiment essayer de voir quel est l'écosystème, s'il y a des projets auxquels on peut contribuer et étoffer. Et puis, peut-être aussi... lorsqu'on interroge les habitants sur ces dynamiques de projets de tiers-lieux, on leur dit toujours qu'est-ce que vous aimeriez voir sur votre commune ? Qu'est-ce que vous aimeriez... Et ils répondent en tant que consommateurs. Ah, je voudrais une boutique de ça, de produits bio, je voudrais une AMAP, je voudrais un atelier de réparation de vélo. Alors que la question, c'est dans quoi vous seriez prêt à vous impliquer ? Puisqu'on est aussi dans une situation où les gens sont fatigués, ont leur vie professionnelle. Le temps bénévole, on sait qu'ils veulent y consacrer un peu de leur temps, mais ils n'ont pas toujours la possibilité de le faire. Donc se lancer dans des projets sans avoir de force bénévole, c'est aussi un risque. Donc c'est important de dissocier ces deux choses. C'est de poser la question, qu'est-ce qui vous intéresse ? Ça, c'est très important. Mais dans quoi vous êtes prêt à vous impliquer et à quelle hauteur ? Puisque moi, je rencontre souvent des porteurs de projets qui me disent, voilà, on a un local, on veut ouvrir un repair café et un café associatif. Comment on fait ? Déjà, voilà. Est-ce que dans la construction du projet, qui vous avez mis dans ces étapes de co-construction ? Quelles sont les questions que vous leur avez posées ? Est-ce que vous avez construit l'équipe avant de vous lancer sur un projet ? Est-ce que ça répond bien à une attente ? Des personnes qui viendront les fréquenter et des personnes qui potentiellement ont envie de s'y impliquer parce qu'on ne le porte pas tout seul, ce type de projet-là. Je reviens sur la partie bénévole, effectivement, et la tribu a donc de nombreux bénévoles, mais aussi des salariés. Du coup, il y a une question qui me vient, c'est comment on fait coopérer des gens qui ont, entre guillemets, un statut différent. C'est-à-dire ceux qui sont là parce qu'ils ont un salaire à la fin du mois, et donc qui ont une motivation peut-être un peu différente que des bénévoles qui sont là par pure envie de participer à quelque chose qui a des valeurs qui les concernent. Alors, c'est pas facile. Je vous le cache pas. Je dirais que ce qu'il faut, c'est déjà l'intégration des bénévoles. On a consacré beaucoup de temps, enfin l'équipe en tout cas qui a consacré beaucoup de temps depuis la rentrée. C'est une étape déjà importante que la personne qui arrive pour être bénévole dans une structure comprenne bien les valeurs de la structure, comment elle fonctionne. Et puis, au sein du cercle, qu'il y ait un travail de définition, quel est l'objectif de ce cercle-là. Que tout le monde soit déjà dans cette dynamique en se disant, voilà, moi je suis au cercle Friperie, je sais que l'objectif du cercle Friperie,
c'est ça, et je veux y contribuer. Donc déjà, on est dans une dynamique de groupe. Ensuite, on est vraiment, oui, sur des profils avec aucune obligation, en fait. Quand une équipe salariée coordonne des bénévoles, les salariés doivent jongler avec les disponibilités, les imprévus, les manques d'envie, les envies de rester plutôt au soleil dans son jardin et de ne pas venir le soir. Donc, c'est pour ça que ça se prévoit et qu'on a plutôt tendance à demander plus de personnes pour anticiper un peu un désistement aussi. Mais je dirais que c'est encore une fois, c'est donner le cadre, et plus on laisse sa place aux bénévoles, plus on laisse leur place aux bénévoles dans cette organisation, plus ils ont envie de revenir. Donc c'est vraiment donner le cadre pour se sentir dans une dynamique et savoir pourquoi on est là en plus de son intérêt personnel. Leur laisser de la place pour qu'ils se sentent s'épanouir, mais aussi monter en compétences. Si je parle à titre personnel, moi j'ai appris énormément sur la gestion d'entreprise en tant que bénévole sur les questions administratives de l'association. Donc on minimise en plus l'importance que ça peut avoir pour les personnes de trouver leur place via le milieu associatif en valorisant leurs compétences parce qu'ils ont forcément et leur donner envie de rester. Après, sur la question vraiment de la gestion de la personne, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un cercle qui auparavant s'appelait Médiation, qui s'appelle maintenant Vivre Ensemble, qui justement coordonne ces accueils bénévoles pour qu'on soit très clair dès le début, pour qu'il n'y ait pas de déconvenus, pour que les gens trouvent leur place, parce que c'est vrai qu'on a tous nos habitudes, on est aussi presque devenus des bandes de copains, donc quand on arrive tout seul dans une asso, c'est pas toujours facile de trouver sa place. Donc déjà, quand on est bien accueilli, ça change tout. Et ensuite, c'est un cercle qui est là pour régler justement les questions de médiation, d'incompatibilité entre les personnes, et qui est là pour régler les différents humains, en fait, parce qu'on a tous des caractères, mais à partir du moment où on se met d'accord sur pourquoi on est là et ce qu'on a envie d'y trouver, et que c'est accompagné, puisqu'on est bien d'accord que dans les gestions de conflits, l'accompagnement extérieur est vraiment riche, on arrive à régler aussi on va dire ces différences de posture entre les salariés qui viennent et qui ont une obligation salariale, on va dire, même si chez nous, on essaye aussi de rester dans une co-construction des obligations des salariés et des bénévoles qui viennent un peu en freestyle. Ouais, ça m'intéresse, la co-construction des obligations salariées. Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, pas beaucoup pour l'instant, parce que c'est des choses sur lesquelles, justement, on travaille. On est passé, on est typiquement... on s'est fait accompagner l'année dernière sur ce sujet-là, parce que l'association est passée de 2 salariés à 6 salariés en presque un an. Et on est en train de se renforcer, justement, sur l'accompagnement des bénévoles, leur entretien, et de mettre en place nos outils. Mais c'est vrai que si on est dans une dynamique où c'est quand même dans un cercle où les objectifs sont clairs, en fait, tout est une question aussi de racines et de ramifications. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le cercle sait quelle est sa vocation, on peut définir quel est le rôle du salarié dans cette dynamique-là par rapport au co-référent, par rapport à tout ça. Et du coup, le salarié, le ou la salariée peut co-construire ses objectifs dans cette dynamique-là, lui-même être force de proposition. Et souvent, on se rend compte que c'est déjà des ambitions très, très intéressantes. Et dans le cadre d'un entretien d'évaluation, on va dire, des performances, s'il faut rester dans cette dynamique-là, en tout cas, souvent, les salariés sont eux-mêmes très, très pertinents sur l'analyse de ce qu'ils ont bien fait, parce qu'il faut le mettre en avant, l'analyse dans ce qui sont moins bien fait dans le cadre des objectifs qui étaient définis. Et c'est là où on voit si est-ce que c'est de la faute, entre guillemets, de la personne ou est-ce que c'est que les objectifs étaient mal définis. Donc, en fait, on a une remise en question collective, encore une fois, et pas juste individuelle qui pourrait être blessante et non justifiée. Et enfin, souvent, par rapport à cet état des lieux, c'est la personne qui est source de préconisation et d'amélioration qui lui paraissent évidentes et qui souvent répondent aux besoins du collectif et du cercle en question. Mais je ne te cache pas que pour l'instant, on a
encore en phase de formalisation de tout ça. J'imagine que oui, c'est pour toi qui accompagne les structures, c'est être toi-même impliqué dans une association, c'est un laboratoire d'expérimentation. Ah, super, ouais. Et j'imagine alors que oui, mais on a aussi affaire à de l'humain, donc il ne faut pas qu'on se loupe, il faut qu'on expérimente, il faut qu'on leur dise dès le début, voilà, au co-construit. Donc ça sera peut-être pas parfait cette première version. Ce premier échange sera peut-être pas parfait. On s'autorisera à se dire l'échange suivant, on reverra ça. Et c'est important qu'on le dise dès le début, en fait. Oui, c'est toujours, c'est comme on le voit dans toutes les méthodes agiles ou d'amélioration continue en entreprise. On est vraiment là-dedans, oui. même en association, en fait, et même dans la co-construction avec des bénévoles, ça fonctionne pareil. J'ai fait 8 ans de référentiel ISO 14001 dans un environnement professionnel industriel où on est vraiment sur cette logique de je planifie, je fais, je contrôle ce que j'ai fait et j'améliore. Et c'était déjà à l'époque un point sur lequel j'insistais en disant on oublie toujours cette phase d'amélioration où on prend un temps, on se dit comment j'aurais pu faire autre, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait et comment je l'améliore. Et c'est vraiment une dynamique qu'on peut calquer sur tout, en fait, même chez soi. Hein. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est une étape très importante qu'on néglige trop fréquemment. Ouais, justement, je sais pas si tu te souviens dans cette conférence entrepreneuriale sur l'entrepreneuriat féminin, on a une intervenante qui disait regardez dans le rétro. Ah oui. Régulièrement, regardez dans le rétro qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce qui a bien fonctionné et où est-ce que vous en êtes. Et c'est vraiment ça, c'est prendre ce temps-là. Tu parlais de ralentissement et de lenteur un peu dans le processus de coopération. Je ne peux pas m'empêcher de citer chez La Bourgeoise d'en face, donc le tiers-lieu, donc tu as cité qui a Juvisy, où on parle de réapprendre à prendre le temps. Et c'est vrai que souvent, dans nos rythmes fous, on oublie ça. Et donc, regarder dans le rétro, ça fait partie aussi de ce ralentissement et d'accepter de s'arrêter dans notre rythme fou pour pouvoir regarder et voir ce qui peut être amélioré. Alors, on n'est pas encore au point sur le savoir ralentir, on va pas se mentir. C'est ça. Mais on y travaille. Non, mais c'est vrai que c'est une compétence, enfin, c'est forcément, enfin, ça me paraît être un point essentiel dans la coopération, c'est-à-dire que forcément ça va frotter, il va y avoir conflit ou dissonance, et s'il n'y a pas ces temps-là on se pose, qu'est-ce qui se passe et comment on fait mieux et comment on réajuste, c'est difficile de tenir sur la durée, quoi. Et on se l'autorise, en fait, ça fait partie des bases. On a la chance là d'être à nouveau accompagné par France Active dans le cadre du dispositif local d'accompagnement. Et un consultant, là, nous commence justement son accompagnement sur ce changement d'échelle qu'on vient de vivre, de 2 à 6 salariés, passer d'un local de 40 mètres carrés à 300 mètres carrés avec l'ouverture d'une ressourcerie à Corbeil, d'une autre friperie. Et là, on est plutôt sur comment on fortifie nos fondations. Et il a eu cette image de l'arbre en disant, mais ce qui compte, c'est vos racines, le tronc et après le branchage, c'est les activités. Mais il faut vraiment, j'ai trouvé son approche copyright Franck très, très intéressante et on le sait tout ça, mais il faut régulièrement se le rappeler pour dire que ce qui marche, c'est quand les racines sont vraiment partagées en fait, connues, partagées et rappelées. Ouais, et c'est là où on puise toute l'énergie pour continuer et poursuivre les missions. Je regarde parce qu'on a eu un petit temps de préparation en intelligence collective de notre échange. Je regarde si on a parcouru à peu près tous les sujets qu'on avait évoqués. J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas évoquées, que tu aurais envie de partager ? Sur cette dynamique de coopération, je pense que c'est vraiment important. On est quand même, malheureusement, les collectivités nous mettent dans des situations concurrentielles par rapport aux appels à projets. Donc, il n'y a jamais eu autant d'appels à projets sur les tiers-lieux. Mais ça peut être déjà au détriment de lieux qui existent déjà. Parce que créer des nouveaux lieux, alors qu'encore une fois, il y a des centres sociaux, il y a des MJC, il y a des associations qui existent. Il faut quand même faire attention à son écosystème. Et en fait, il faut y répondre selon moi, mais selon aussi
la posture de la tribu et de nos partenaires. Nous, on fait le choix d'y répondre là, par exemple, en consortium avec Archipossible et Embrasure, parce qu'il n'y aura pas du gâteau pour tout le monde. Et puis, si on veut tenir dans le temps, il faut vraiment avoir cette approche de mutualisation, encore une fois, des moyens, des lieux, parce qu'on est vraiment sur une dynamique où nous mettre en concurrence pour 1 000 euros, 5 000 euros, ou sur d'autres projets un peu plus... sur d'autres montants un peu plus importants, ça fait que dans 3 ans, une fois qu'on aura épuisé ces subventions et ces aides, on n'aura pas créé un écosystème pérenne puisqu'on se sera mis en concurrence les uns les autres, au lieu de mutualiser et faire en sorte que dans 3 ou 5 ans, on soit encore là parce qu'on a appris à collaborer et à coopérer plutôt que d'avancer chacun de notre côté, en fait. Ouais, la coopération se vit au sein même d'une structure, mais elle peut se vivre aussi dans un écosystème et c'est même souhaitable pour la survie et la longévité des structures. C'est extrêmement intéressant et enrichissant. Je termine toujours mes échanges par une question qui permet à nos auditeuristes d'aller voir, de lire, de voir des documentaires. Est-ce que toi, tu as un livre que tu aimerais conseiller ou un documentaire que tu aimerais conseiller ? Là, le dernier livre qui m'inspire beaucoup, que j'ai découvert en fafouriant, justement, on est beaucoup à la tribu, on parle de sociocratie, mais je me suis vite rendu compte que j'en parlais sans vraiment savoir dans le détail ce que c'était. On a des bases, on a eu des formations, et donc je suis allée chercher un livre sur le sujet qui s'appelle « Vers un leadership solidaire, la sociocratie, une nouvelle dynamique pour gérer les organisations ». C'est un livre qui est écrit par Philippe Delstanche. En fait, au-delà de parler de sociocratie dans des organisations, ça revient justement sur cette dynamique de replacer le collectif au cœur de la décision et en face de ses responsabilités, en fait, parce qu'on n'a pas forcément nécessité de responsabilité des personnes et le poids que ça représente, mais de responsabiliser le collectif. Donc j'ai trouvé que ce livre-là, il était intéressant. Et après, à titre personnel, grâce à Barbara, ma prof de yoga, la petite découverte sympathique, ça s'appelle « Ne vous noyez pas dans un verre d'eau ». Je ne sais plus du tout qui l'a écrit par contre, mais quelques petits conseils de 2 pages qu'on connaît encore au quotidien, mais qui permettent de prendre un petit peu de recul, toujours cette dynamique de faire une pause et de se dire « Ah oui, changeons notre manière de voir ou de fonctionner ». Oui, de toute façon, je mettrai toutes les références de tout ce qu'on a dit, des lieux qu'on a cités, des livres, etc. Je mettrai tout ça dans la description du podcast pour que nos auditeuristes les retrouvent. Et je vais finir par je vais te poser 2 questions. Tu vas choisir laquelle tu vas répondre. Alors, il y a une qui est donc avec quoi tu repars de notre entretien et de notre échange. Ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est quel prochain petit pas tu souhaiterais faire pour plus de coopération dans un des collectifs auxquels tu appartiens. Oh là là, on va partir sur les petits pas. Les petits pas, ça serait ça peut être les deux en fait. Je ressors avec une prise de conscience que j'ai des choses à partager. Alors je sais pas tout, mais peut-être que bien sûr dans le cadre de mon activité de consultante je le fais, mais peut-être mettre en place ces temps d'échange avec toi ou avec d'autres personnes au sein de l'association sur cette thématique-là, parce que je pense que encore une fois, c'est le collectif et d'enrichir cette vision-là, ça peut être très riche. Et dans ce cas-là, le petit pas, c'est vraiment de se repositionner vis-à-vis de notre écosystème et de se dire quelles sont encore les choses sur lesquelles on peut se renforcer et avancer à plusieurs pour mieux exister, en fait, tout simplement. Je te remercie beaucoup, Marie, pour tout ce que tu nous as partagé. Et puis je dis à bientôt à nos auditeuristes. Et merci beaucoup. À bientôt, Claire.